La magie et le système de magie dans Donjons et Dragons 5e édition, c'est tout un sujet. Je dirais même que c'est un sujet à prendre avec des pincettes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est simple, Donjons et Dragons est basé sur l'idée que la magie imprègne les univers dans lesquels vous allez jouer, que ce soit des univers maison ou des univers officiels comme les Royaumes oubliés qui sont alors à haute dose de magie, jusqu'à des univers où la magie ça fait beaucoup plus discrète. Mais en principe, la magie fait toujours partie de l'ambiance du jeu. Or, depuis Donjons et Dragons, première édition, j'ai rarement vu un secteur du jeu aussi peu traité de façon féerique que la magie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la magie, c'est tout simplement un système de joker. Chaque sort est un joker que dont le joueur dispose et qui lui permet en fait de prendre une partie de la narration des mains du maître de jeu. En réalité, la mécanique, c'est ça. Un sortilège que je lance, eh bien, c'est l'opportunité pour moi de plier la fiction commune qu'on est en train de jouer selon mon désir via un système sur lequel on s'est tous mis d'accord et qui est le système de règles. Mais au final, c'est ça. Que ce soit de la magie cléricale ou que ce soit de la magie arcanique, lorsque je lance un sortilège de métamorphose ou lorsque je lance une boule de feu, en quelque sorte, j'interviens de force dans la narration commune, la narration partagée, pour y imposer une partie de ma volonté. Je vais vous proposer trois réflexions, 3 pistes, en quelque sorte 3 règles maison, qui vont vous permettre de remettre un peu de magie dans tout ça. Allez, c'est parti. Bon, ok, alors avant de commencer, évidemment, si vous vous n'êtes pas abonné, faites-le, pauvre, vous risqueriez de passer à côté d'une nouvelle vidéo, de nouveaux sujets que je traiterai sur le jeu de rôle de façon générale et sur Donjons et Dragons. Donc allez-y, cliquez, c'est très rapide et au moins vous êtes tranquille. Alors, revenons-en à notre sujet. Tout d'abord, au niveau de la magie dans Donjons et Dragons, il faut distinguer les types de magie. Alors globalement, il y en a 2. Vous avez la magie cléricale, celle qu'utilisent donc les clercs, les paladins, et vous avez la magie arcanique, qui est la magie des magiciens qui utilisent donc des grimoires et un support pour noter leur sortilège. Ce sont 2 types de magie complètement différents. Ils sont gérés de la même façon en termes de mécanique de règles, mais en réalité la philosophie est complètement différente. Et ce que je vous propose, si vous voulez reprendre un petit peu en main la partie magique de vos parties de Donjons et Dragons, et justement il faut s'interroger sur ces particularités. Alors déjà, on va commencer par la magie arcanique. Premier point. La magie arcanique, en fait, le magicien, lorsqu'il commence au niveau 1, il commence avec un grimoire qui contient des sortilèges. Ces sortilèges, d'où ils viennent en fait? Ils viennent de son mentor. Ils viennent du personnage qui lui a appris la magie. Et même si c'est pas un mentor, ces sortilèges ne sont pas arrivés de nulle part. Il les a forcément trouvés quelque part. Là où je veux en venir, c'est la différence fondamentale entre l'acquisition des sorts sous D&D5 et l'acquisition des sorts dans les éditions précédentes du jeu. Dans les éditions précédentes du jeu, donc que ce soit D&D, donc la version de base, la version donc basique, expert, etc., qui sont rassemblés donc dans cette version-là, ou que ce soit AD&D, eh bien en fait, les magiciens ne pouvaient rajouter des sorts à leur grimoire que lorsqu'ils les trouvaient. Et c'est pour ça que c'était un enjeu de pouvoir tomber sur des PNJ magiciens ennemis, parce que la plupart du temps, on essayait de faire même base sur leur grimoire, et le magicien du groupe pouvait du coup recopier laborieusement les grimoires, c'était son trésor de guerre à lui, il pouvait recopier les formules, et s'approprier, en fait, le grimoire c'était un vrai trésor, un vrai plus pour les magiciens. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de règles donne la main aux joueurs. Lorsque le joueur d'un magicien franchit un niveau, eh bien il a le droit de rajouter dans son grimoire 2 nouveaux sorts. Et c'est là que le bas blesse. C'est que très souvent, du coup, les joueurs vont systématiquement choisir les mêmes sorts. Et c'est normal, si vous tombez sur une combinaison efficace, il y a peu de chances que vous vouliez en changer. C'est tout à fait logique. Donc maintenant, si vous changez ce paradigme-là, donc ça nécessite bien entendu une intervention de votre part en tant que maître de jeu, et si vous partez du principe que ça n'est plus au joueur de rajouter les sorts qu'il veut, tous les niveaux, mais qu'il pourra recopier tout sortilège qu'il découvrira dans les trésors, sur des PNJ
PNJ vaincu, etc. Là, ça change complètement la donne, parce que c'est vous, en tant que maître de jeu, qui allez maîtriser, qui allez avoir le contrôle sur les sorts qu'il va trouver. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir éviter, par exemple, que ce soit toujours les sempiternelles boules de feu qui soient utilisées, ou toujours les mêmes sortilèges basiques, parce que c'est vous qui allez faire en sorte que les sorts qu'ils vont trouver, que ce soit des parchemins, des scrolls, des parchemins magiques, ou que ce soit donc des grimoires ennemis, ou ça peut être des formules inscrites sur les murs d'une fantastique crypte, ou ce peut être des incantations qui sont grattées sur de la peau qui a été découverte chez un magicien maléfique. Du coup, le support devient aussi intéressant, les circonstances dans lesquelles le joueur magicien va trouver ses sorts vont devenir intéressantes et vont faire partie intégrante du jeu. Ce sera plus juste un élément comptable où, bon ben voilà, j'ai franchi de niveau, ben tiens, voilà, c'est bon, je peux choisir de nouveaux sorts. Bon, alors ces sorts, d'où ils sont apparus? Alors bon, voilà, ben, ils étaient dans mon grimoire, mais je ne pouvais pas encore les comprendre. Bon, on peut partir de cette explication, mais elle est peu satisfaisante. En tout cas, pour moi, elle est peu satisfaisante. Donc voilà ce que je vous propose, c'est de revenir à la façon de faire de l'OSR, le Old School Renaissance, qui n'est rien d'autre en fait que le jeu tel qu'on le pratiquait à l'origine. Réappropriez-vous le rythme d'acquisition des sortilèges des magiciens. Et vous allez voir que du coup, c'est vous qui allez mettre les sorts qui vous semblent les plus pertinents sur la route des PJ, et du coup, ça va pas être pareil, ça va pas être pareil du tout. Vous allez voir que du coup les magiciens vont être beaucoup plus intéressés dans les scénarios à cet aspect du jeu pour lequel ils s'en foutent complètement aujourd'hui, puisque de toute façon, dès qu'ils franchissent un niveau, ils rajoutent 2 sorts à leur grimoire. Voilà, essayez-le, testez-le, ça nécessite bien entendu d'en parler avec les joueurs avant de commencer votre campagne, votre scénario, mais ça vaut le coup d'être essayé. Vous verrez, c'est diablement efficace. Alors vous verrez aussi que du coup les joueurs vont vous surprendre, parce que vous verrez qu'ils feront preuve de créativité avec des sorts ma foi avec lesquels ils seront obligés de composer, puisque ce sont les sorts qu'ils auront découverts. Donc il va falloir avec ce qu'ils ont, qu'ils essaient de trouver en fait des façons très créatives, très originales pour les rendre efficaces. Vous verrez également que à chaque fois qu'ils vont franchir les portes d'une nouvelle cité, eh bien ils vont s'enquérir de qui est le magicien du coin, essayer de sympathiser avec lui, essayer d'apprendre des sortilèges auprès de ce type. Donc c'est autant d'opportunités de roleplay, c'est autant d'opportunités de jouer ce qu'on appelle les downtime, donc les intermèdes entre les scénarios. Du coup ça peut devenir un intermède très intéressant pour le lanceur de sorts, pour le magicien, eh bien d'apprendre un nouveau sort. Tout ça est géré, les activités d'intermède, que ce soit dans les règles de base ou développé complètement dans le guide complet du Xanatar. Donc vous voyez, juste en changeant cette petite mécanique, vous ouvrez un nouveau champ de possibles au niveau des lanceurs de sorts qui est hyper intéressant. Alors passons à la magie divine maintenant, hein. C'est le deuxième point, la magie divine, la magie cléricale. Donc ça c'est la magie des clercs, des paladins, entre autres. Alors, d'où vient la magie cléricale? Eh bien, en fait, le clerc en question, c'est une sorte d'intermédiaire, en fait. C'est l'intercesseur entre le monde physique, qui est le plan primaire, et les plans supérieurs, ou les plans inférieurs, où résident les entités qui accordent, en quelque sorte, la capacité, via des prières ou via certains rituels, eh bien, la capacité d'accomplir des miracles. Donc, si on se met sur ce registre-là, les sorts en fait des clercs sont des prières, ce sont des miracles, en fait, ils accomplissent des miracles. Donc si on le voit comme ça, en réalité, eh ben là aussi, une fois de plus, on se retrouve avec le même paradigme qu'avec les lanceurs de sorts de magie arcanique, c'est-à-dire que c'est le joueur qui choisit ses sorts. D'accord? Il les choisit et du coup, faut pas s'étonner qu'ils choisissent toujours les mêmes combos. C'est normal, c'est logique. Alors ce que je vous propose, c'est que vous ne pouvez pas intervenir de façon aussi drastique qu'avec les lanceurs de sorts. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lanceurs de sorts de magie cléricale ont tous les sorts cléricaux à leur disposition et ils peuvent en changer tous les jours. Ils ne sont pas limités comme les magiciens, ils ne sont pas limités aux sorts qu'ils connaissent et qu'ils auront copiés sur leur grimoire. Et non, potentiellement, ils ont accès à tous les sorts du jeu.
bien entendu limité par les emplacements, le niveau des emplacements qu'il maîtrise, hein, bien sûr. Donc pour voilà, lancer des sorts de niveau 3, il faut être clair de niveau 2 par exemple. Bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, et si on veut mettre une petite dose de roleplay là-dedans, et bien voilà ce que je vous propose. On peut partir du principe que tous les sortilèges mineurs, donc les prières mineures de niveau 1 et de niveau 2, et bien c'est le clerc, hein, qui effectivement là choisit l'effet qu'il veut produire. Son dieu lui donne en quelque sorte une certaine licence pour accomplir ces miracles. Mais sitôt qu'on franchit les prières et les sorts de niveau 1 et 2 et qu'on s'aventure dans les niveaux 3, 4, 5 jusqu'à 7, ben là en fait on peut dire que le clerc quand même il commence un petit peu à compter. Donc c'est un intermédiaire, une puissance intermédiaire, pourquoi pas un demi-dieu, pourquoi pas un planétar, un déva, qui est le serviteur de l'entité en question et qui accorde du coup au clerc la possibilité de lancer ces sortilèges là. Et bien à ce moment là vous pouvez très bien vous en tant que maître de jeu choisir pourquoi pas une partie des sortilèges du joueur et les lui octroyer. Pourquoi? Eh bien parce que ces entités ont une vision peut-être du futur, peut-être qu'ils savent ce qui sera utile ou pas au clerc. Donc du coup le joueur peut se retrouver avec certains sorts qui vont lui paraître très très étranges parce que c'est absolument pas ce qu'il aurait choisi, et qui pour autant, ben, s'il est alerte, à un moment donné du scénario, pourront lui être utiles. Vous pouvez également intervenir sur véritablement l'aspect vraiment clérical du lanceur de sorts de magie divine. Est-ce qu'il a respecté le dogme de son dieu? Est-ce qu'il a respecté l'alignement de son dieu? Est-ce qu'il a respecté par exemple les derniers jours sacrés du calendrier de son dieu? Si tel n'est pas le cas, il peut se retrouver avec l'incapacité de lancer des sorts par exemple. Si par exemple il a la sphère, le domaine de la paix par exemple, et que à un moment donné le joueur a utilisé un sortilège offensif par exemple, eh ben, peut-être qu'il va se retrouver avec l'incapacité pour la journée à venir de choisir des sortilèges offensifs, des sortilèges qui génèrent des dégâts par exemple. Vous voyez, là vous faites en sorte que la mécanique des sorts ne soit pas juste une mécanique comptable, mais vous l'intégrez également à votre narration et à l'aspect rôle du jeu. Et là, ça change tout. Et alors pour finir, si vous prenez les sorts les plus puissants du jeu, c'est-à-dire les prières de niveau 8 et de niveau 9, alors là on peut partir du principe que c'est le dieu en personne qui les octroie au prêtre. Parce que là, il a atteint, pour lancer des sorts de niveau 9, il faut quand même être un clerc de niveau 17. Je vous rappelle que le jeu prévoit 20 niveaux, donc là, on est dans les hautes sphères. Le personnage est forcément quelqu'un qui compte dans l'organisation cléricale. Donc là, c'est le dieu qui intervient lui-même. Alors à ce moment-là, il serait logique que le personnage soit un véritable modèle de vertu par rapport au dogme de sa religion. Et il peut là aussi se retrouver avec des sorts qu'il n'a pas forcément choisis. Ça peut être très intéressant à jouer. Donc pensez-y, mettez votre grain de sel dans la sélection des prières du clerc et vous verrez que vous allez instaurer, vous allez donner une nouvelle dimension à la magie cléricale dans votre jeu. Et même si le joueur ne vénère pas une entité, mais ça peut être par exemple voilà, une énergie, etc., rien ne vous empêche, eh bien, ma foi, de rentrer dans cette logique et de faire en sorte que, eh bien, du coup, le joueur ne maîtrise pas tous les aspects de sa magie. Donc vous allez lui sélectionner une partie de ses sorts, les lui octroyer, et ça sera au joueur, du coup, de faire preuve de créativité. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne un système de sanctions de votre part, ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas donner des sortilèges de protection contre l'énergie nécrotique, si vous savez pertinemment que, eh bien, il va y avoir plein de choses, plein de monstres à combattre, et pas un seul vivant par exemple. Là on se posera des questions sur l'intérêt. Mais par exemple, vous pourrez mettre un sortilège d'augure par exemple, parce que vous savez qu'à un moment donné, ça permettra au joueur d'interroger par le biais du clerc eh bien, une divinité quant à savoir quelle est la bonne direction, parce qu'on est perdu, parce qu'on manque d'un indice ou quoi. Voilà, sortilège d'augure que peu de joueurs choisissent en fin de compte. Allez, troisième astuce que je tiens absolument à vous donner parce que c'est une découverte récente, c'est une découverte que je dois donc au jeu de Ben Felten, Donjons et compagnie, qui a eu un succès, un financement absolument extraordinaire, qui est un jeu vraiment
extra qui a été financé, donc qui va paraître très très prochainement et qui est bâti en fait au niveau des règles sur le Macchiato Monster de Eric Nieudant, lequel Macchiato Monster est basé sur le Black Hack et le White Hack qui sont en fait des systèmes OSR extrêmement intelligents, extrêmement intuitifs. Et il y a une mécanique de règles dont je tiens à vous parler parce que vous pouvez facilement l'intégrer dans vos scénarios et vos campagnes de Donjons et Dragons 5e édition, et bien c'est le système du dé d'usure. Alors qu'est-ce que c'est que le dé d'usure? Le dé d'usure, c'est un système qui va vous permettre de gérer l'attrition, l'usage, l'amoindrissement d'une ressource. Et de façon très simple et très intuitive. Et je vais vous expliquer comment ça peut vous servir dans la gestion de la magie. Alors, prenons les poches à composants. Donc, dans Donjons et Dragons 5e édition, les lanceurs de sorts ont deux objets qui leur permettent de lancer leurs sorts. Donc, le focaliseur, qu'il soit divin ou arcanique, c'est un objet que peut choisir le joueur et qui va lui permettre de lancer tous les sorts qui nécessitent des composantes qui ne sont pas dotées d'une valeur chiffrée. Du guano, il faut une plume, etc. Ok, j'ai un focaliseur divin, j'ai un focaliseur, donc par exemple j'ai une baguette, j'ai choisi que ça serait mon focaliseur, très bien. Donc ça va me permettre d'être dispensé, d'avoir à chaque fois que je lance mon sort, ma plume ou ma boulette de guano. Je suis lanceur de magie cléricale, très bien. La plupart du temps ça va être mon symbole divin. Ok, si je n'ai pas de focaliseur, eh bien ça veut dire qu'il faut que j'ai une poche à composantes qu'on peut acheter, hein, qui est sur la liste d'équipements. Si je n'ai pas assez de poche à composantes, ben, je peux carrément pas lancer les sorts. Très bien. Ok. Donc si on part du principe que les joueurs ont ou un focaliseur ou une poche, eh bien en réalité, on perd tout intérêt du composant. Parce que c'est quelque chose qui ne s'use pas. C'est quelque chose dont la fin n'a pas été définie. Vous voyez, il n'y a pas marqué la poche à composants, elle sert 10 sorts. Voilà. Et puis ça serait laborieux. À chaque fois, il faudrait cocher. Très bien. Donc moi je vous propose d'intégrer le système donc du dé d'usure. Alors qu'est-ce que c'est? On part du principe par exemple qu'une poche à composants c'est un D8 d'usure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le lanceur de sorts va utiliser un sortilège pour lequel il utilise sa poche à composantes, eh ben, une fois qu'il aura lancé son sort, le joueur lance un D8. S'il fait 1, 2 ou 3, eh ben, en fait il a puisé dans ses composantes et du coup le D8 va décroître et devenir D6. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Du coup, on n'a pas eu à noter combien de fois il a lancé ses sorts, etc. On sait juste que le joueur va noter donc du coup D6, poche à composante D6. Prochain sort qu'il lance, pareil, une fois qu'il a lancé son sort, c'est toujours après qu'il ait lancé son sort. Il lance le D6. S'il fait 1, 2 ou 3, paf, on va passer au D4. Il a encore utilisé les ressources qu'il avait dans sa poche. Et une fois qu'on est au D4, si on fait 1, 2 ou 3, c'est fini, la ressource est épuisée. Ma poche à composants est vide, j'ai tout utilisé. Donc vous voyez que là, c'est génial parce que c'est un système qui va permettre de redonner du sens aux composantes. C'est un système qui va faire en sorte que les joueurs vont enfin s'intéresser justement à ces poches à composantes. Et il va falloir les renouveler. Donc quand ils vont passer dans une ville, dans un village, eh ben, il va falloir racheter des composantes et du coup remonter peut-être de D4 à D6, de D6 à D8. Et c'est là que vous définissez la limite et la différence entre une poche à composantes que vous pouvez limiter à D6 et par exemple le focaliseur arcanique ou divin que vous pouvez lui mettre à D12. Donc à chaque fois que le lanceur de sort utilise son focaliseur, il lance un D12, hop, s'il fait 1, 2 ou 3, hop, ça tombe à D10, et ainsi de suite, D8, D6, D4, épuisé. Et quand un focaliseur, qu'il soit arcanique ou divin, est épuisé, bah, ça ne veut pas dire qu'il faut en racheter un autre, mais peut-être que ça signifie qu'il faut le remagnétiser, le réénergiser, par exemple. Donc si c'est mon symbole divin, il va peut-être falloir que, en tant que clerc, je passe à la prochaine chapelle, et que, par exemple, je fasse bénir, ou que je le trempe dans de l'eau bénite, et que j'accomplisse un petit rituel qui me prendra un temps de repos court. Par exemple, et hop, ça me remettra à D4 ou à D6. Et idem pour le focaliseur arcanique. La baguette dont je me servais, bah, ça y est, elle est complètement vidée de son énergie. Il va peut-être falloir que pendant un repos court, je me concentre et que j'utilise par exemple un emplacement de sort de niveau 1. Si j'utilise un emplacement de niveau 1, ça va la remettre à D4. Niveau 2, ça la remettra à D6. Et ainsi de suite. Voilà, c'est sympa. Et vous verrez que ça va là aussi, d'abord, limiter d'une certaine façon l'usage des focaliseurs et des poches à composants qui, sans ça, eh ben, sont des ressources inépuisables. Et du coup, ça va redonner là aussi une pointe de roleplay, vous verrez, à cet élément du jeu qui n'en avait jusqu'ici absolument pas.
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires juste en dessous, peut-être que vous utilisiez un système semblable, ben, n'hésitez pas à partager ça avec nous, hein. Moi je lirai tout ça avec vraiment grand intérêt, et si vous ne l'avez pas essayé, faites-le, et puis vous me direz un petit peu comment ça a réagi à votre table. Alors je ne peux pas faire une vidéo sur la magie à D&D sans parler des objets magiques. Alors les objets magiques, c'est un très vaste sujet là aussi. Les objets magiques, il faut savoir une chose qui est vraiment clairement explicitée dans le guide complet du Xanatar, qui a un petit encart de rien du tout, mais qui fait absolument toute la différence. Donc c'est un petit encart qui se trouve page 136 du Xanatar en français, et qui dit quoi? Qui dit tout simplement D&D est basé sur la certitude que les objets magiques apparaissent sporadiquement et qui sont toujours les bienvenus, à moins d'être maudits. Très bien. Les personnages et les monstres sont conçus pour s'affronter sans objet magique, ce qui veut dire qu'un objet magique rend toujours le personnage plus puissant ou plus polyvalent qu'un personnage générique du même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux éditions précédentes où les objets magiques avaient une importance capitale, parce que par exemple certains monstres ne pouvaient être touchés que par des armes plus 1 ou plus 2 ou plus 3, ce genre de choses. Donc les objets magiques avaient une importance capitale dans l'équilibre du jeu. Aujourd'hui, les objets magiques rendent forcément, c'est dit là-dedans, hein, c'est pas moi qui le dis, ça rend forcément vos personnages plus puissants. Ne vous posez pas la question. Lorsque vous donnez un objet magique à un personnage dans D&D 5, vous en faites forcément un personnage plus puissant. Pourquoi? Parce que vous lui donnez un joker permanent, en fait. Et dans la mesure où les classes d'armure ont été revues à la baisse dans D&D 5, une arme plus 1, plus 2 ou plus 3, c'est énorme. Si vous pensez à une arme plus 3, c'est l'équivalent du bonus de compétence d'un personnage jusqu'au niveau 5. Donc statistiquement, c'est très très important. Donc il faut bien avoir ça en tête lorsque vous donnez des objets permanents à vos joueurs. Dites-vous bien que c'est quelque chose que vous allez devoir gérer pendant tout le scénario, pendant toute la campagne. Donc c'est véritablement à distribuer avec parcimonie. Mais il est important de savoir que aucune mécanique de règles de Donjons et Dragons 5 vous imposera en fait aux joueurs, pour réussir, d'avoir un objet magique. Non, c'est dit clairement là-dedans, les objets magiques sont juste un bonus, c'est du plus, c'est de la magie. Bon ben voilà, c'est déjà terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Beaucoup de règles maison, de propositions, n'hésitez pas, comme je le disais, à me mettre en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez testé ça. Je lirai ça vraiment avec grand intérêt. En attendant, bah écoutez, jouez bien, régalez-vous bien, amusez-vous, prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo où je m'intéresse essentiellement à l'OSR, puisque je découvre une version de Donjons et Dragons 5e édition, mais retravaillée, qui s'appelle donc Into the Unknown, qui n'est pas traduit mais qui est très très simple d'accès et qui permet de jouer à Donjons et Dragons 5e édition, mais comme si on était dans Donjons et Dragons des années 70. Voilà, allez, à très très bientôt, ciao ciao.